Takis Candilis, bonjour. Bonjour. Alors, la saison 2018-2019 est marquée par une consolidation des audiences de France 2 et France 3, vos deux chaînes principales. Est-ce que, même si la saison n'est pas terminée, est-ce que vous pouvez dire que c'est déjà un bon millésime ? En tout cas, le premier quadrimestre s'est vraiment plutôt bien passé. Il a d'ailleurs clos une année record, puisqu'on était une audience groupe de 28,4, 28,5. Donc c'est quand même remarquable et consolidant ainsi notre position de premier groupe média français. Et puis les 3 premiers mois de l'année sont aussi bons. Ils sont aussi bons puisqu'ils sont quasiment, même ils sont égaux à ce qu'on avait fait l'an dernier. Or l'an dernier, on avait les JO d'hiver qui avaient boosté les audiences de la 3. Donc sans ces JO, on s'est retrouvé vraiment avec les 3 premiers mois de l'année aussi puissants que ceux de l'an dernier. Donc c'est de très bon augure. Un des succès cette saison, c'est sans doute la consolidation du fond de grille, ce qu'on appelle les programmes de journée. Alors l'exemple typique, évidemment, par excellence, c'est les après-midi de France 2. Certes. Qui continue de cartonner, notamment avec Affaires conclues de Sophie Davant. Est-ce que vous pouvez nous annoncer d'ores et déjà que toutes les émissions sont renouvelées ? L'annoncer d'ores et déjà, oui. Voilà. D'accord. On ne va pas toucher une équipe qui gagne, comme on dit, même si je pense qu'il y a des aménagements à faire au sein de certaines émissions qui sont un peu moins performantes que d'autres. Mais on a un enchaînement. En tout cas, cette émission-là est perfectible et on y travaille avec les producteurs. D'accord. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'émission de Faustine Bollard n'a jamais été aussi forte et elle bat record sur record. Affaires conclues, n'en parlons pas. C'est un miracle, c'est plus qu'un miracle. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Et Sophie Davant est évidemment une formidable animatrice de cette émission. N'oubliez pas les paroles, continue sur ces chiffres. Et je vais plus loin, c'est-à-dire que jusqu'à 21h, grâce bien sûr au JT, hier encore un JT très performant, malgré que ça soit un remplaçant, mais ô combien talentueux, Julien Bugier. Et puis Un si grand soleil, qui clôt vraiment de 14h, ce qui fait que depuis 14h jusqu'à 21h, on a ce qu'on appelle un fond de grille très puissant. Hier soir, Un si grand soleil fait 3 900 000 spectateurs. Avec des jeux qui cartonnent comme N'oubliez pas les paroles. La rumeur annonce cependant depuis plusieurs mois votre volonté de supprimer un jeu, que ce soit sur France 2 ou France 3, parce qu'il y a beaucoup de jeux sur les deux grilles. Est-ce que c'est à l'ordre du jour ? Oui, c'est tout à fait à l'ordre du jour. On verra, on va statuer exactement, on termine les grilles et on va statuer sur ces grilles la semaine prochaine, donc c'est un peu prématuré d'en parler. Mais il est bien sûr qu'on enchaîne aujourd'hui entre la 2 et la 3 9 jeux. Oui. 9 jeux. C'est énorme, c'est trop. Même si les jeux sont des programmes qui sont performants et qui touchent bien le public, et aussi, ce sont aussi des programmes qui sont relativement peu chers, puisque c'est tourné en rafale, c'est vraiment de la production industrielle. Maintenant, le problème n'est pas là. On peut avoir des jeux à partir du moment où ils ne se mettent pas en concurrence les uns avec les autres. D'accord, Et on voit bien là que quand l'offre du service public se résume à 2 jeux entre la 2 et la 3, plus évidemment d'autres émissions sur la 5 et sur les autres chaînes, on a une offre qui est réduite et qui n'est pas complémentaire. Or, j'ai toujours dit depuis mon arrivée que je souhaitais que les offres soient le plus complémentaires possible, tant en termes de genre qu'en termes de public, et ce n'est pas le cas. Très bien. 2 de vos chaînes, France 4 et France O, vont fermer leurs portes a priori l'année prochaine. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plus d'outre-mer et plus d'animation toute la journée sur France 2, France 3 et France 5 ? En tout cas, on essaye déjà de travailler. Ces 2 chaînes vont s'arrêter en septembre 2020, a priori. Le président de la République a confirmé l'arrêt de France O il y a quelques jours, lors de sa conférence de presse. Donc nous nous mettons en place pour arrêter en septembre ces 2 chaînes. Ça veut dire que, primo, on va retrouver le contenu de ces chaînes avec des offres complémentaires et quelquefois différentes sur des plateformes. On aura une plateforme Outre-mer qui va se mettre en place à partir de janvier prochain. Et surtout une plateforme jeunesse qui va se mettre en place a priori dans le dernier quadrimestre de l'année. Et qui auront 2 nouvelles plateformes spécifiques, dont les contenus se retrouveront aussi dans France.tv, bien sûr, mais elles auront des entrées particulières. D'accord. Et on va retrouver une partie de ces programmes, évidemment, dans nos chaînes linéaires. On ne peut pas supprimer, notamment sur la jeunesse,
le fait que des enfants, des petits, ne puissent avoir des programmes gratuits que sur des tablettes ou via des offres numériques. Donc on doit avoir une présence pour les programmes jeunesse sur nos chaînes linéaires. C'est ce qu'on est en train de travailler. Ça ne sera pas le cas à plein régime à partir de septembre, mais on va faire une montée en puissance entre septembre, janvier et évidemment l'été 2020. D'accord, et donc du coup ça veut dire qu'il va falloir faire de la place pour ces nouveaux programmes, j'imagine. Certes. Est-ce que vous avez déjà décidé quelle chaîne perdrait éventuellement des émissions ou ferait de la plus de place? Non, mais aujourd'hui, genre on sait que, et sur la 3 et sur la 5, pour parler de la jeunesse, il y a des programmes jeunesse. Donc comment consolider ces positions-là? C'est un travail qu'on est en train de faire. On a fait des études assez profondes et assez précises là-dessus avec des enfants, avec leurs parents, et en regardant exactement quelle serait... Et d'ailleurs, on avait fait aussi ce questionnaire qu'on avait envoyé et auquel les Français avaient répondu massivement. Oui, et donc c'est avec ce dialogue, la grande consultation, c'est avec ce dialogue avec les publics qui nous permet de construire notre offre. Donc oui, il y aura des programmes jeunesse, évidemment, de manière importante sur nos chaînes. Mais c'est sûr qu'on doit aussi faire de la place. Et puis aussi, il y aura des programmes régionaux, on s'y est engagé. Donc si vous voulez partir de 5 chaînes et au final retrouver 3 chaînes linéaires et des offres numériques, même si on met un accent tout particulier et important sur le numérique, nous oblige effectivement sur le linéaire à faire un peu de place. D'accord. Fond de grille toujours, une des grandes questions qui se posent, c'est aussi ce que vous allez faire le week-end, le dimanche notamment sur France 2. Est-ce que les enfants de la télé, par exemple, reviendront la saison prochaine? Est-ce que vous le savez déjà? Et en tout cas, ça c'est un peu prématuré d'en parler. D'accord. On travaille déjà beaucoup sur le France 3, et notamment France 3 le dimanche, où déjà un travail a été fait à partir de septembre avec l'arrivée d'un certain nombre d'émissions d'Échappée Belle qui sont revenues. C'est quelque chose qu'on va probablement amplifier avec aussi l'arrivée de Thalassa. Donc c'est confirmé, Thalassa passera le week-end? De toute façon, ça a été dit partout. Donc à un moment, en tout cas, c'est une des options qu'on a. Donc on est en train de retravailler ce dimanche après-midi de la 3 et complémentairement encore, on va travailler aussi en partie celui de la 2. C'est vrai que la rentrée de septembre sera assez importante avec un travail fait heure par heure et chaîne par chaîne et continuera le mouvement qui a été fait de ne plus avoir des chaînes en concurrence mais en complémentarité. D'accord. Et le samedi, Bon Baiser d'Europe, qui est l'émission sur l'Europe de France 2 qui marche pas, il faut le dire. Est-ce qu'elle Elle marche. En tout cas, on est en train constamment de travailler à sa mutation pour qu'elle touche un public. Moi, personnellement, je trouve cette émission réussie. Je suis assez triste qu'elle touche un public restreint. Maintenant, on doit discuter avec les producteurs pour voir comment on va faire évoluer les choses. D'accord. Parlons du prime time maintenant. L'un de vos gros chantiers aussi, ce sont les divertissements sur France 2. On sait que vous avez acquis $1 Million Mile, un grand divertissement produit sur CBS récemment. On a annoncé Teddy Riner à l'animation. Est-ce que vous confirmez ce choix du judoka préféré des Français? Ça rentre dans un dispositif beaucoup plus large. Comme vous le savez, on a signé il y a très peu de jours un accord avec Discovery et Eurosport pour être la chaîne, le groupe média hôte, en gratuit du moins, des JO de 2024. Donc nous sommes en train de nous positionner vis-à-vis de ces JO de 2024 qui seront une fête extraordinaire en France et dont nous sommes fiers d'être le diffuseur. À partir de là, on est en train de mettre en place, dès Tokyo 2020, c'est-à-dire dès l'été prochain, tout un dispositif, qui soit numérique ou linéaire, de montée en gamme du sport et de montée en force du sport. Si vous voulez, les sportifs qui gagneront, qui seront les grands sportifs de 2024, ils sont aujourd'hui dans des écoles, ils sont aujourd'hui dans des facultés, ils sont en train de suivre des études sport, etc. INSEP, Exact. Et nous devons les accompagner, nous devons faire participer toute la France à cette énorme fête qui va se passer à Paris et dans notre pays. Et donc, à partir de là,
on a acquis et on acquérera des émissions qui nous permettront de pousser ce mouvement. Parmi lesquelles Million Dollar Mile, qu'on appellera d'ailleurs la course des champions. Vous avez un scoop, vous en cherchez un, vous en avez. Et dans lequel, effectivement, Teddy Riner ne sera pas l'animateur, comme ça a été annoncé dans une fuite malheureuse, mais participera à l'émission, ça c'est certain. D'accord. Et il y aura un animateur de télévision professionnel à ses côtés ? Vous connaissez le format, donc le format, il est mixte, c'est-à-dire il y a des animateurs, journalistes même d'ailleurs, et puis il y a aussi des sportifs. Mais on est en train de retravailler le format pour qu'il soit le plus en adéquation avec notre ADN à nous, France Télévisions. C'est un format sur la performance, sur le dépassement de soi-même. Toutes les valeurs du sport sont contenues dans ce format, puisque ce sont des amateurs qui, sur un parcours mi-urbain, plutôt urbain d'ailleurs, se retrouvent en concurrence avec des grands sportifs. Et généralement ne gagne pas celui qui pense pouvoir gagner. Donc c'est assez... on a déjà fait des castings, je pense que ça va être une émission assez formidable. Les tournages devraient arriver dans les semaines qui viennent ? On va tourner bientôt, oui. D'accord, et le gagnant ne gagnera pas $1 million ? Non. Rassure-nous. Et le parcours fera un mile ou pas ? On verra. On verra, d'accord, très bien. Toujours au rayon des divertissements, on a aussi annoncé l'arrivée la saison prochaine d'un jeu dérivé autour du Père Fouras, donc de Fort Boyard. Est-ce que faire de vos marques historiques des franchises, comme les Avengers par exemple, c'est une stratégie que vous allez développer en développant des formats dérivés de marques historiques ? Écoutez, il y a un grand retour à la nostalgie, quelque part. Et en même temps, devant la multiplication extraordinaire des images auxquelles peuvent être confrontés ou qui sont proposées au public, il y a des marques qui sont fortes. Quand on a des marques fortes, il faut thésauriser sur ces marques et pouvoir les décliner. Alors, est-ce que ça sera via un jeu prequel ou sequel de Fort Boyard ou d'autres choses ? On verra, mais tout ça sera annoncé très bientôt dans nos grilles de septembre. Il y a un chantier qui est déjà engagé par contre, c'est le rajeunissement, enfin le renouvellement en tout cas de vos incarnations. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que vous allez animer le mercato télé comme on dit ? Le mercato télé, il n'est pas encore totalement commencé, bien qu'il y a des escarmouches. Quelques escarmouches. Il y a quelques escarmouches. C'est une vraie question. On a énormément de visages à France Télévisions. On a, je crois, 350 visages entre les animateurs d'émissions, les chroniqueurs, etc. etc. Et on doit équilibrer nos visages, les visages de la maison à l'antenne. Et non seulement en termes d'âge, mais et effectivement, un rajeunissement en partie, en tout cas, est toujours le bienvenu, mais aussi en termes de diversité pure, c'est-à-dire de la couleur, de la différence, etc. Donc ça, c'est aussi un travail, un chantier qui est en train de se faire. Mais ce n'est pas en allant chercher chez les uns et chez les autres qu'on trouve la solution, c'est généralement entre nos murs qu'on la trouve. D'accord. Est-ce que, par exemple, on a annoncé pendant plusieurs mois l'éventuel départ de Michel Drucker, par exemple, qui est un des visages les plus âgés, les plus anciens, disons, de France Télévisions. Est-ce qu'il sera là la saison prochaine ? Je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres interviews. Nous discutons avec Michel et on est en train de discuter sur le contrat de l'an prochain. D'accord. Et pas de gros recrutements à prévoir, à annoncer ici en tout cas, si j'en ai, ce n'est pas aujourd'hui que je les annoncerai parce qu'il est bientôt. En prime time, l'un des autres gros points forts de France Télévisions, c'est évidemment la fiction. Il y a beaucoup de séries, de téléfilms à succès sur France Télé, que ce soit sur France 2 comme sur France 3. Quels sont vos grands projets en la matière ? Écoutez, comme vous le savez, on a signé un accord l'an dernier avec nos camarades de la ZDF, la télévision allemande, publique allemande, et la RAI, la télévision publique italienne. Et nous avons mis en chantier un grand nombre de projets en développement. Les premiers vont arriver l'an prochain, 2020. Il y en a un qui est 80 jours, c'est ça ? Il y en a un qui est en tournage en ce moment, s'appelle Mirage. Mirage, ouais. J'ai eu encore des rushs qui me sont parvenus il y a peu de temps et qui montrent que ça va être une série assez formidable. Le Tour du monde en 80 jours va commencer le tournage probablement cet été, etc., etc. On a vraiment
un grand mouvement de ces émissions internationales, de ces coproductions internationales, dans lequel nous avons un input créatif très fort. Parallèlement à ça, ce sont des émissions dites européennes, on va dire européennes. Par rapport à ça, on voit bien que la différence qu'on peut créer vis-à-vis des plateformes telles que Netflix, Amazon, les fameux Disney Plus qui vont arriver et Apple Plus, c'est le local et c'est la production nationale. Et donc, on a toujours été leader de cette production nationale de fiction. On dépense d'ailleurs, on investit une somme très très importante, puisque c'est plus de 280 millions d'euros qui sont dépensés dans la fiction chaque année, avec un tissu de producteurs, de créateurs, de talents, de réalisateurs, de comédiens et d'auteurs évidemment très 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 forts. Et c'est un investissement qui a été en plus sanctuarisé au sein de la création de France Télévisions par notre tutelle. Donc notre effort va continuer et de manière très importante sur la production locale. On voit d'ailleurs qu'elle est particulièrement performante. Il y a un phénomène extraordinaire qui s'appelle Capitaine Marlowe, qui tient évidemment beaucoup à sa comédienne, Corinne Mazero, et aussi à José Dayan, sa réalisatrice et productrice, qui encore, cette semaine, en troisième diffusion, a fait plus de 6 millions de spectateurs. Donc ça montre bien que nous avons ici des marques de fiction très très puissantes. Hier encore, une rediffusion sur la 2 d'une fiction de la 3 fait plus de 4 millions de spectateurs. Donc oui, beaucoup de développement en ce moment, beaucoup de tournages, confirmation de certaines séries, d'autres séries s'arrêtent mécaniquement parce que les comédiens, les auteurs, les producteurs ou nous-mêmes souhaitons arrêter. Comme par exemple lesquels je n'en citerai pas, puisqu'on est en négociation aussi sur ces choses-là. Et puis du renouveau, parce qu'une grille ne peut pas se contenter. C'est à chaque fois un problème. Tout d'un coup, quand on arrête une émission, ça fait les gros titres de vos émissions ou de vos postes. Or, la télévision est obligée de se renouveler en permanence. On est obligé de créer de nouveaux formats, de faire venir de nouveaux visages pour être justement le plus performant possible par rapport à ce qu'offre le reste du paysage. Donc il est normal, absolument normal, de changer, d'arrêter, y compris même de ne pas attendre le déclin d'une série pour qu'elle soit remise en cause. Pourquoi ? Autant pendant des années, on s'est retrouvé avec des séries dont on était fiers d'annoncer que c'était la 15e, la 16e, la 20e, la 21e année, par exemple pour Navarro ou pour Julie Lescaut. Autant aujourd'hui, on voit même qu'au bout de 4 saisons, y compris sur les plateformes américaines, le public se dit « j'ai envie de changement ». Et d'ailleurs, tout le marketing de ces plateformes est fait sur une surenchère de changement. Nous ne devons pas nous inscrire dans cette surenchère, mais en tout cas, nous devons construire un renouvellement de notre grille le plus profondément possible. Donc avec un cycle de vie qui va se réduire pour les séries, a priori Elle se réduit mécaniquement, parce que le public est avide de nouveautés. Il a envie, besoin, et il aime la nouveauté, il le prouve tous les jours. Donc, on peut aller sur un grand nombre de saisons, mais on peut se dire aussi qu'il y a un équilibre à faire entre des saisons longues et des saisons plus courtes, de nombre de saisons plus courtes, et y compris un équilibre entre des mini-séries bouclées, des unitaires et des séries récurrentes. C'est tout le travail qui est fait. Je vous rappelle juste qu'on a 4 soirées par semaine de fiction. Et souvent une 5e quand on ouvre la case du lundi. Et le lundi, justement, France 2 diffuse des séries internationales, notamment américaines. Elles sont plutôt à la peine en ce moment, que ce soit Trapped ou Obsession. Est-ce que pour vous, c'est conjoncturel ou est-ce qu'au contraire, c'est le signe que, justement, il y a un problème avec les séries, notamment américaines, et qu'il faut plus que jamais miser sur les fictions locales? Trapped, c'est une série danoise, vous le savez, et Obsession, c'est une série anglaise. Bon, j'ai tout faux. En tout cas, non, vous n'avez pas tout faux. Étrangères. Non, mais vous n'avez pas tout faux. On va appeler ça des séries internationales. Et effectivement, les Américains ont régné en maître sur ces séries internationales pendant des années. Alors, le mouvement, c'est quoi? C'est que, y compris aux États-Unis, ces séries faites par les majors, c'est-à-dire et diffusées sur les principales chaînes gratuites, CBS, NBC et compagnie, ne marchent plus. Parce que les talents ont été happés
par les plateformes et sont partis produire des séries moins convenues que ces séries multi-héros qui se passent dans l'hôpital, qui se passent dans les commissariats ou qui se passent dans la police scientifique. Donc il y a eu, primo, ces séries ont régné pendant des années, et il y a, je le disais, comme pour nos séries, un désintéressement du public et un souhait de nouveauté. Et en même temps, il y a une baisse de la qualité de ces séries et une baisse des talents qui les font. Donc, il y a une pénurie de ces séries, et il se trouve qu'il y en a une de temps en temps qui marche. La dernière qui a marché, elle n'était pas chez nous, elle était chez TF1, elle s'appelait Good Doctor. Et d'ailleurs, à l'intérieur de son contenu, on voyait qu'il y avait bien des différences qui étaient fortes et qu'on était sur de nouveaux codes avec ce personnage particulier. Sur la série européenne, c'est autre chose. Même si elle est de qualité, et Trapped avait eu une première saison 2 ans auparavant qui avait très très bien marché, la deuxième saison a beaucoup moins bien marché, et Obsession est en soi une bonne série, je l'ai re-regardé après en me disant pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé sur Obsession? On a perdu 500 000 téléspectateurs en 5 minutes. Donc je vous fais le dessin, vous êtes devant votre série, vous vous apercevez que c'est une série. Elle était très bien vendue. Il y avait des bonnes bandes annonces, etc. Vous faites et puis vous vous rendez compte que c'est une série étrangère. Alors à ce moment-là se pose le choix. Est-ce que je regarde une série étrangère sur une chaîne linéaire ou est-ce que je la regarde sur ma plateforme? Je vous rappelle juste qu'il y a 5,5 millions de foyers abonnés à Netflix. Il y en a quelques millions, je crois 2 millions et demi sur OCS. Il y en a probablement quelques millions aussi sur Amazon. Donc, il y a environ 20 millions de Français qui ont le choix de regarder la télévision linéaire ou la télévision digitale, numérique. Eh bien, vous pesez et puis vous dites, tiens, mais je vais me regarder House of Cards ou je vais me regarder la dernière saison de Game of Thrones qui a fait un carton absolu et mondial. Ouais. Et donc, voilà, donc, ces séries internationales sur lesquelles nous n'avons ni comédiens ni input créatif sont à la peine. D'accord. Ça nous oblige à repenser la place de la série française et des coproductions et à intensifier la série française et les coproductions pour remplir cette case, par exemple, du lundi, si tant est qu'on la garde le lundi. Voilà à peu près le schéma. Ça veut dire une chose, ça veut dire qu'avec la même dotation, il va falloir apprendre encore à produire différemment. Et est-ce que vous ne pourriez pas aller chercher de l'argent frais en montant des coproductions comme TF1 l'a fait pour le Bazar de la Charité, avec Netflix ou avec Amazon ou avec une plateforme? Écoutez, nous, en tout cas, on souhaite être maître chez nous le plus longtemps possible de nos fictions. D'accord. Donc, je crois que l'accord qu'a monté TF1 sur le Bazar de la Charité permet à TF1, au-delà de la période de replay qu'il a mécaniquement sur ses œuvres, de transférer l'œuvre sur Netflix. En tout cas, nous ne souhaitons pas que ça soit dans ces conditions-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a renégocié avec les producteurs, dès la fin de l'année dernière, des droits beaucoup plus importants sur le numérique pour que nous puissions développer notre plateforme numérique gratuite France.tv et j'espère bientôt Salto, qui sera notre plateforme SVOD que nous ferons avec TF1 et M6, qui est aujourd'hui en stand-by puisqu'on doit attendre l'avis du Conseil de la concurrence qui tarde un peu à venir. Donc, tant qu'on n'a pas cet avis qu'on espère à tout prix positif, on ne peut pas lancer Salto. Mais en tout cas, nous souhaitons avoir la jouissance des droits numériques de nos œuvres et donc ne pas les partager à 7 jours avec une quelconque plateforme. D'accord. Autre novation de France Télévisions, c'est la circulation des programmes entre les antennes, linéaires, je parle. Ça, c'est vraiment une de vos stratégies. Quels sont les critères pour décider qu'une émission peut basculer sur une autre chaîne éventuellement? Primo, il n'y a plus un animateur qui est attaché à une chaîne. Ça, c'est une chose. France Télévisions, c'est France Télévisions. Et il n'y a plus cette notion totalement fermée avec des barrières infranchissables entre la 2, la 3, la 5, la 5, etc. Donc un présentateur, je n'ai pas de problème, nous n'avons pas de problème pour qu'un présentateur anime une émission d'un côté
comme de l'autre. Ils font partie, comme nous tous, de la grande maison France Télévisions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a redéfini des ADN un peu plus précis entre nos chaînes. Je parlais tout à l'heure de complémentarité. Elle l'est aussi dans l'ADN des chaînes. Et que certaines émissions étaient diffusées sur une chaîne, mais correspondent plus à l'ADN d'une autre. À ce moment-là, on fait des transferts et on formalise plus un ADN. J'essaye de trouver un autre mot, mais je ne le trouve pas, donc je vais continuer avec celui-là. Une identité de chaîne. Voilà. Par exemple, je vais prendre un exemple, mais je n'en prendrai qu'un. Le village préféré des Français va basculer sur la 3, parce qu'il nous semble naturel que la 3, devenant la chaîne de la proximité, des régions et des territoires, ait ce type d'émission en prime time. Vous parliez tout à l'heure du travail qu'on doit faire sur les prime time de la 2. Il y a un gros travail à faire sur les prime time de la 3, qui quelquefois étaient du documentaire, d'autres fois de la variété, d'autres fois du documentaire musical. Et là, on est en train de recréer là aussi. Les équipes travaillent d'arrache-pied pour trouver des marques qui nous permettent, là encore, de garder des marques fortes qu'on séquencerait à l'intérieur de l'année et pour trouver des publics plus stables. Vous avez notamment transféré Un jour un destin, le magazine de Laurent Delahousse, sur la 3 en prime time. Par Je crois que exemple. le premier numéro sera là diffusé vendredi. Oui. Ça va durer Un jour un destin sur France 3 ou Écoutez, je le souhaite. Un jour un destin, c'est une émission qui est là depuis des années et qui a prouvé qu'elle était puissante. On va regarder ce que donne le score de la 3 et est-ce qu'elle est plus en adéquation avec le public et la chaîne de la 3 qu'elle ne l'est aujourd'hui avec la 2, où elle est un peu en souffrance, où elle a été un peu en souffrance. Et puis aussi la place de Un jour un destin, c'était traditionnellement le dimanche soir, sauf que là on a travaillé sur le cinéma en deuxième partie de soirée, puisque maintenant on a une soirée en longueur le dimanche soir sur la 2, une soirée continue. Donc là aussi, c'est pas une sanction qu'on donne à Un jour un destin, bien au contraire, c'est une meilleure exposition, parce que c'est une exposition qui est complémentaire des autres chaînes. Je vois, hier, nous avions une fiction sur la 2, qui a très très bien marché, nous avions un magazine de patrimoine des Racines et des Ailes sur France 3, et nous avions une émission littéraire animée par François Bunel, seule émission littéraire de prime time et même quasiment du PAF, qui a fait aussi ses 450 000 téléspectateurs. Mon intérêt, ce n'est pas de dire tu as fait que 450 000 ou toi tu as fait que 2 millions, c'est de dire l'ensemble de nos primes ont été performants. Nous avons fait 34% de part de marché sur nos premières, et on a offert, en tant que service public, au sein de nos missions, des spectacles suffisamment différents et différenciants pour que des publics puissent s'y intéresser. Dernière question, Takis Candice, vous êtes arrivé en février 2018 à votre poste. Est-ce que votre présence aux côtés de Delphine Ernotte jusqu'à la fin de son mandat est une affaire conclue ? Écoutez, primo, ce n'est pas à moi de le dire. C'est vraiment à Delphine Ernotte, qui est la patronne et la présidente de notre groupe, et une patronne très forte. Et c'est d'ailleurs parce qu'elle l'est que j'ai rejoint le service public, et je suis très très heureux de travailler à ses côtés et d'essayer d'amener mon expertise, si tant est que j'en ai une, pour améliorer cette maison. Donc ça, c'est à elle, vous lui poserez la question. C'est votre souhait ? En tout cas, c'est totalement mon souhait, oui. D'accord. Merci beaucoup, Takis Candice. Merci.